Aujourd'hui, c'est le deuxième volet sur l'histoire des droits des femmes. Et ce que j'avais dit déjà à la première séance, c'est que je ne vais pas égrener des droits, ça vous le trouvez, il suffit d'ouvrir Internet, mais d'essayer d'expliquer ce qui me semble le plus important, qui est pourquoi, comment la domination masculine, dans ce cas, a pu s'exercer si efficacement, si longtemps, et comment, ça c'est plutôt la séance d'aujourd'hui, comment les femmes sont arrivées à s'émanciper. C'est dans l'actualité de ces derniers temps, c'est un sujet particulièrement important parce que on en parlait dans le couloir. Je vous ai amené quand même le dernier numéro de Valeurs Actuelles qui parle de la nouvelle terreur féministe. C'est-à-dire que n'ayez pas peur des terroristes, etc. Celles qui vraiment devraient vous faire peur, c'est les féministes, et elles sont terribles. Et le dossier est totalement nul, comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune information réelle, aucune enquête. Mais par contre, vous avez des adjectifs, alors elles sont totalitaires, elles sont, etc. Alors, Valeurs Actuelles, c'est le magazine de la droite actuelle mêlé à l'extrême droite. Donc c'est un magazine significatif parce qu'on y trouve les gens qui dirigent le magazine. C'est à la fois des anciens de l'équipe de Sarkozy et des anciens des mouvements d'extrême droite, même de l'extrême droite dure, de ces 50 dernières années. Ils sont ensemble et ça fait des dossiers. Je vous signale que ça marche très bien, ce magazine. Et voilà, vous avez chaque fois une couverture qui vous explique comment penser le monde. Et là, ce que vous apprenez, c'est qu'il y a vraiment un danger immédiat qui est la terreur des féministes. Vous savez par ailleurs que dans cette actualité, il y a ce qui se passe en Alabama. Ça, je vous ai amené pour le lire. Le texte donc, qui a été voté en Alabama proscrit toutes les interruptions volontaires de grossesse, même dans les cas d'inceste ou de viol, sauf si la vie de la femme enceinte est en jeu. La loi prévoit en outre une peine de 10 à 99 ans de prison pour les médecins pratiquant un avortement, soit une punition plus sévère que pour un viol. Et alors, un des idéologues de la chose, il dit « En mettant fin à la vie d'un enfant non né, nous nous prenons pour Dieu ». Vous avez vu qu'il se passe à peu près la même chose au Missouri, je ne vous lis pas le... Donc, on est dans une actualité où des droits qui nous semblaient évidents, quasi éternels, en fait, nous nous rendons compte qu'ils sont fragiles et qu'il y a de la régression dans l'air, dans les pays de l'Est, aux États-Unis, et chez nous, vous voyez, ça c'est quand même une campagne qui est menée pas que par quelques extrémistes, c'est une campagne qui est menée par la droite extrême et l'extrême droite réunies. D'où peut-être l'urgence de réfléchir à ces batailles qu'il y a eu autour des droits des femmes et de savoir qu'est-ce qui a permis l'émancipation, qui certes est loin d'être achevée, mais il y a eu quand même des changements, ne serait-ce que des changements juridiques extrêmement importants.
Comment ont-ils eu lieu? Ce que nous avons fait la dernière fois, qui est de l'autre volet, c'est-à-dire comment s'est opérée l'oppression des femmes au cours des siècles, sur quel levier elle a pu être aussi efficace, ça va nous servir parce que bien évidemment, dans ce domaine comme dans les autres, comprendre l'émancipation, c'est déjà comprendre quelles sont les stratégies de domination. Elles ont bien sûr à voir, et ce qu'on peut comprendre des techniques de domination nous aidera à comprendre pourquoi certaines formes d'émancipation ont pu être efficaces. Je ne vais pas rappeler, parce que ça serait trop long, ce qu'on a vu déjà justement sur ces techniques d'oppression, de domination, mais je vais juste le rappeler par un dernier exemple, qui est un exemple fameux d'un des principaux philosophes des Lumières. Donc, tout le monde doit... Qui c'est qui a écrit? Voilà. Celui qui a écrit le texte le plus patriarcal, nous dirons. Ce texte, on le trouve dans le 5e livre de l'Émile de Rousseau. Donc, on va commencer par ça. Ça nous remettra en tête l'idéologie patriarcale, et il faut toujours se rappeler que ce n'était pas qu'une idéologie, les pratiques allaient avec, et ça nous aidera à comprendre après comment on a essayé de s'en sortir. Donc l'Émile de Rousseau, c'est publié en 1762, et ça a deux volets en quelque sorte. Il y a toute une partie qui explique, c'est un traité d'éducation si vous voulez, et une première partie explique comment éduquer les garçons, dont on a beaucoup parlé. Et puis il y a un 5e livre de l'Émile qui concerne les filles, et la façon dont Rousseau imagine l'éducation des filles n'a rien à voir avec la façon dont il imagine l'éducation des garçons. Et donc il y a Émile et il y a Sophie. Donc Sophie, c'est la pendante féminine d'Émile. Elle ne va pas du tout être éduquée comme lui, mais on pourrait dire elle va être éduquée pour lui. Je n'exagère pas. J'ai amené mon Émile avec moi. Ainsi, toute l'éducation des femmes doit être relative aux hommes. Leur plaire, leur être utile, se faire aimer et honorer d'eux, les élever jeunes, les soigner grands, les conseiller, les consoler, leur rendre la vie agréable et douce. Voilà les devoirs des femmes dans tous les temps, et ce qu'on doit leur apprendre dès leur enfance. Elle le dit, hein, c'est pas moi, elle le dit. Comment ? Je laisse l'Assemblée lui réserver le sort qu'il mérite. Oui. Donc voilà les devoirs des femmes dans tous les temps. Dans tous les temps, ça nous renvoie non pas à quelque chose de ponctuel et d'artificiel, on pourrait dire, mais à un ordre des choses éternel, immuable.
effectivement, on pourrait se demander, est-ce qu'on ne pourrait pas contester ce point de vue? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, finalement, peut-être que ça peut changer, etc. Chez Rousseau, ce n'est pas possible, parce que ce n'est pas un rapport de domination qui a produit ce type de relation, c'est la nature. C'est la nature de l'homme et c'est la nature de la femme. Nature immuable et qui... vous voyez la différence, c'est-à-dire que le fait qu'un peuplier est grand et que les roses c'est plus petit, on n'y peut rien. La nature l'a fait comme ça. Et donc, si on imagine que les rapports de l'homme et de la femme sont des rapports pris comme ça, comme étant des rapports de nature, ça veut dire que c'est une fatalité. On ne peut absolument pas les changer. Et Rousseau dira « L'essentiel est d'être ce que nous fit la nature. » L'essentiel est d'être ce que nous fit la nature. Cette nature de la femme, elle serait prouvée, selon Rousseau, par l'observation, par exemple, des petites filles. Regardez, les petites filles, elles jouent à la poupée. Et les garçons, eh bien, ils se battent entre eux. On reviendra là-dessus avec Simone de Beauvoir. Donc, il y a une différence, une altérité radicale. Et cette altérité n'est pas qu'une différence, c'est une infériorité. Là aussi, il faut que je vous lise. La recherche des vérités abstraites et spéculatives, des principes, des axiomes dans les sciences, tout ce qui tend à généraliser les idées n'est point du ressort des femmes. Leurs études doivent se rapporter toutes à la pratique. C'est à elles à faire l'application des principes que l'homme a trouvés. Et c'est à elles de faire des observations qui mènent l'homme à l'établissement des principes. Quant aux ouvrages de génie, ils passent leur portée. Elles n'ont pas non plus assez de justesse et d'attention pour réussir aux sciences exactes. Bon, il y en a toute une page. Donc vous voyez, ce n'est pas simplement une différence, c'est un statut inférieur, une nature inférieure. Et évidemment, ce qu'explique Rousseau, c'est que si elle se détourne de cette nature, eh bien, la femme perd tout ce qu'elle a. Et là, on va le retrouver tout au long, et il faudra que les féministes répondront à ça, parce qu'effectivement, c'est un piège, puisque ce qui fait la valeur de la femme, c'est justement d'être une bonne ménagère, d'être élégante, d'être belle pour l'homme, etc. Et si elle se met sur une autre voie, finalement, ce que tout le monde va leur dire, c'est qu'elles perdent ce qui fait leur valeur. Vous voyez, l'idée de nature et d'essence, c'est une idée où, voilà, par exemple, un arbre, il est fait pour devenir un peuplier. S'il devient autre chose, c'est qu'il est malade, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, c'est pareil. Il y a une sorte de chantage dans la façon dont c'est dit, disant « Ah, si vous bougez de votre nature, vous déviez de votre nature, eh bien, vous perdez tout ce qui fait votre valeur. » Alors évidemment, vous l'avez deviné, ce qui constitue la nature de la femme, c'est de s'occuper du ménage, d'être une bonne mère, d'être dévouée, etc. Alors, il sait bien que toutes les femmes ne sont pas comme ça. Il dit, les femmes, dites-vous, ne font pas toujours des enfants, même ça. Mais leur destination propre est d'en faire. Donc, pas possible d'en sortir. Et finalement,
Par nature, les sensibilités de l'homme et de la femme s'harmonisent dans la domination du premier sur le second. Parce que les identités telles qu'elles sont décrites sont des identités qui sont totalement complémentaires, mais complémentaires dans un sens de domination. Et donc, ce qui manque à l'une, c'est justement ce qu'il y a chez l'autre. Et le dévouement de la femme, c'est justement ce que l'homme attend, etc. Ça lui plaît d'être subjugué à la femme. Et là aussi, petite lecture. L'un doit être actif et fort, l'autre passif et faible. Il faut nécessairement que l'un veuille et puisse, il suffit que l'autre résiste peu. Ce qui vous laisse deviner ce qu'il peut y avoir derrière. Ce principe établi, il s'ensuit que la femme est faite spécialement pour plaire à l'homme. Si l'homme doit lui plaire à son tour, c'est d'une nécessité moins directe. Son mérite est dans sa puissance. Il plaît par cela seul qu'il est fort. Ce n'est pas ici la loi de l'amour, j'en conviens, mais c'est celle de la nature, antérieure à l'amour même. Bon, avec ça, déjà, on sait où on va. Ça nous rappelle un peu ce qu'on a vu dans les séances précédentes. Et comment ? Rousseau, c'est un élément majeur de la philosophie des Lumières, oui. Hein ? Ben justement. Entre nous, fin du XVIIIe siècle, ce type de texte, il est absolument commun, vous le trouvez partout. Hein ? Ce qui nous devrait nous questionner, c'est justement que ce soit Rousseau qui le tienne. Rousseau, qui est par ailleurs, du point de vue politique, économique, etc., quelqu'un qui n'est pas du tout un conservateur qui répète ce qui se dit autour de lui. C'est quelqu'un qui a changé les choses dans son domaine. Hein. Quand on voit la façon de quelqu'un comme Kant lit Rousseau, voilà quelqu'un qui a complètement révolutionné la pensée politique, etc. Or, dans ce domaine, il n'a rien révolutionné du tout, et c'est même d'une platitude totale. Qu'est-ce que ça signifie, moi, la façon dont je l'interprète, c'est que ce type de domination, cette forme de mentalité, était encore bien plus profonde, bien plus ancrée que les idées politiques de l'époque qui étaient remises en cause, etc. Et du coup, aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est de partir sur une énigme. Comme vous savez, c'est le travail du philosophe comme celui du scientifique, c'est de résoudre des énigmes. Comment on a fait pour s'en sortir ? Ça faisait des milliers d'années qu'on répétait ce genre de choses, que les pratiques allaient avec. Et les exceptions étaient rares, les remises en cause étaient rares. Comment faire pour sortir de ce carcan, hein, qui est tellement fort? Eh bien, de façon paradoxale, on va voir, même très paradoxale, ça commence avec la Révolution française. Au cours de la Révolution française, vous savez que les femmes se sont beaucoup mobilisées. On les trouve partout, et on les retrouve du coup même sur les estampes,
elles prennent des initiatives qui ont joué un rôle crucial au moment de la Révolution. Par exemple, la fameuse marche pour le pain du 5-6 octobre 1789, où elles sont allées chercher le roi. Elles sont parties à pied de Paris à Versailles, où était le roi, et elles ont dit on est affamés. Le roi, il est dans son palais, on ne sait pas ce qu'il pense, ce qu'il fait, etc. Eh bien, il faut qu'il intervienne. Et elles sont parties à pied. Alors, les hommes ont suivi, mais c'est elles qui ont eu l'initiative. Et vous savez qu'à la fin, on a ramené le roi à Paris et ça a changé le cours de la Révolution. On les trouve aussi à l'Assemblée nationale. C'est là qu'on va les appeler les tricoteuses. Le livre peut-être le plus important sur cette période, c'est-à-dire les femmes sous la Révolution française, c'est un livre de Dominique Godineau. Je n'ai pas d'endroit où l'écrire, c'est Godineu, qui s'appelle « Citoyennes tricoteuses ». Les citoyennes tricoteuses, c'était des citoyennes qui étaient dans les gradins de l'Assemblée et, alors, comme diront les hommes, de vociférer. C'est-à-dire, quand elles n'étaient pas contentes, elles s'exprimaient fortement, etc. Et elles tricotaient. Mais en même temps, en tricotant, ça faisait un peu peur, parce que c'est avec ces grandes aiguilles, etc. Et du coup, il y avait tout un fantasme autour de ces femmes tricoteuses. Et en tout cas, ce que ça montrait, c'est qu'elles intervenaient dans les débats. Et puis, eh bien, il se crée des clubs, et en particulier ce fameux club révolutionnaire des citoyennes républicaines révolutionnaires en 1793, qui vont participer à toutes les batailles pour défendre la Révolution et les acquis de la Révolution. Et on va voir comment ça va finir. Non seulement il y a ça, mais il y a, alors c'est beaucoup plus minoritaire, là tout ce que je raconte, on le trouve partout, hein, ces interventions des femmes, c'est des prises de position défendant l'égalité des hommes et des femmes, dont la fameuse déclaration des droits des femmes d'Olympe de Gouges, comme vous savez, mais à l'époque, plus que ça, le texte qui a vraiment, sur lequel il y a eu des débats, etc., c'est le texte de Condorcet, hein, que certains d'entre vous doivent connaître, qui est un très beau texte de défense des droits des femmes, en expliquant que, certes, elles sont peu instruites, etc., mais il suffit de les instruire, et elles seront des citoyens instruits comme les autres. C'est pas une fatalité. Tout le sens du texte de Condorcet, c'est de dire c'est pas une fatalité. Eh bien, ça aussi, ça existait déjà des prises de position, hein, Poulain de la Barre, etc. Mais là, c'est quelque chose qui était posé en pleine révolution avec des gens qui demandaient à ce qu'on donne les mêmes droits aux femmes qu'aux hommes. Hein, ça n'a pas marché, mais ils l'ont fait. Alors, comme vous le savez, ça s'est mal fini au moment de la Révolution. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les hommes ont pris peur. C'est-à-dire au début, ces femmes révolutionnaires, elles aidaient à la Révolution et les hommes étaient plutôt pour. Mais quand elles se sont mis à dire que nous aussi on porte la cocarde, nous aussi on a les bonnets rouges, et même on voudrait des armes, nous aussi, là ils ont commencé à avoir peur. Et il y a eu ce fameux décret fin octobre 1793, le décret de la Convention, qui les a privés de tout droit politique, et même de toute possibilité d'intervention, de participer à des clubs, etc. L'argumentaire du rapporteur Amar
dit que les femmes sont dépourvues des qualités morales et intellectuelles nécessaires à l'exercice des droits politiques. Il les renvoie, je cite, aux fonctions privées auxquelles sont destinées les femmes par la nature même. 1793. Face à ces femmes qui débordent leurs limites habituelles, les hommes se raccrochent à la nature féminine, éternelle, etc. des femmes, en disant qu'elles n'ont aucune capacité politique, alors que dans cette révolution, justement, elles ont montré qu'elles avaient des capacités politiques. C'est ce que montre Dominique Godino. Le moment où on leur dit qu'elles n'ont aucune capacité politique, c'est un moment où, depuis 3 ans, elles viennent d'avoir des tas d'initiatives, dont des initiatives très efficaces qui ont montré leur capacité à, pas simplement à agir comme ça sous la passion, comme on prétend qu'elles font, mais à trouver des stratégies qui soient adaptées, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on dit qu'elles n'ont aucune capacité politique, c'est pas dans leur nature. Je vous ai amené aussi, parce que pour vous montrer qu'il y a ce décret, mais c'était beaucoup plus large, quand Madame Roland, la femme du ministre Roland, sous la Révolution, elle va être guillotinée. Voilà ce que disent les journaux. Alors on dit, elle fut un monstre sous tous les rapports, etc., dans le langage de l'époque. Et cependant, elle était mère, mais elle avait sacrifié la nature en voulant s'élever au-dessus d'elle. Le désir d'être savante la conduisit à l'oubli des vertus de son sexe. Et cet oubli, toujours dangereux, finit par la faire périr sur un échafaud. Enfin, voilà, hein, elle n'avait qu'à pas sortir de son rôle. Ouais, ça, pour vous montrer que si on lit un peu les textes de la Révolution française, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout. Cette idée que les femmes, il ne faut surtout pas qu'elles sortent de leur nature, comme il dit, parce que aussitôt, c'est du désordre, c'est n'importe quoi, on marche sur la tête, il n'y a plus d'harmonie, etc. Et ces hommes sont... alors évidemment, il y avait tous les conservateurs qui en rajoutaient sur le sujet, mais c'était aussi la grande majorité des révolutionnaires jacobins. Alors, avec ce que je vous ai raconté, il semble que la révolution, pour les femmes, c'était simplement une défaite. Et c'est vrai qu'au niveau des faits, ça a été une défaite. Elles ont essayé, elles ont fait des tas de choses, et on les a renvoyées dans leur foyer. Pourtant, c'est le début de cette histoire de l'émancipation que je voudrais raconter aujourd'hui. Parce que la Révolution, ce n'était pas que des batailles pour obtenir quelques droits. C'était un moment où les possibles se sont ouverts même de façon inouïe. C'est-à-dire que des tas de choses qu'on pensait totalement impossibles, inimaginables. Et d'ailleurs, les historiens, ils ont montré qu'au début de 1789, la plupart des choses qui ont été accomplies, elles n'étaient pas du tout dans la tête des révolutionnaires. Ils ne pensaient pas du tout que ça pourrait se faire. Et puis, imaginez ces gens qui reprennent le calendrier à zéro. C'est-à-dire dire, voilà, tout ce qui s'est passé, là, c'est caduc maintenant, et on commence sur des nouvelles bases. Alors, l'an 1, l'an 2, l'an 3, etc. Et alors ça, c'est dans toutes les têtes. Que ce soit parce qu'on l'admire, on y participe, ou que ce soit parce que ça nous fait peur. Mais c'est dans toutes les têtes. C'est un moment utopique, au bon sens du terme que j'ai essayé d'expliquer en début d'année. C'est-à-dire un moment où
l'imaginaire des possibles s'ouvre, où la créativité, la capacité d'instituer, l'espérance collective, tout d'un coup explose. Et avec ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire que la domination, elle s'exerçait d'abord sur l'idée que la nature des femmes rendait impossible le changement. Là, tout d'un coup, on est dans une atmosphère générale où tout devient possible. Et évidemment, les hommes, ils disent « pour nous, mais pas pour les femmes ». Mais les femmes, elles sont là aussi. Et elles ne diront pas du tout que pour elles, c'est une limite. Elles vont toutes réutiliser ce sentiment, cet exemple, cette ouverture des possibles, à partir de l'exemple de 1789. Et je vais vous en donner un exemple avec quelqu'un dont je vais vous parler un peu aujourd'hui. Et là, voilà, c'est elle. Flora Tristan. Je vais vous lire un beau texte. Il est un peu long, mais il me semble que ça dit exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. Comment l'émancipation est devenue imaginable. Eh bien, Flora Tristan, elle le dit, on ne peut plus clairement. Alors, j'en ai deux de textes. Vous savez que des fois on fait tourner les textes, et celui-là je pense qu'on a du mal à le trouver maintenant. Et donc je vous proposerai, si quelqu'un voudra s'en occuper, de le faire tourner. Hein. C'est l'Union ouvrière de Flora Tristan. Ça a été publié en 1843. Jusqu'à présent, la femme n'a compté pour rien dans les sociétés humaines. Qu'en est-il résulté ? Que le prêtre, le législateur, le philosophe l'ont traité en vrai paria. La femme, c'est la moitié de l'humanité, a été mise hors de l'Église, hors de la loi, hors de la société. Le prêtre lui a dit « Femme, tu es la tentation, le péché, le mal, tu représentes la chair, c'est-à-dire la corruption, la pourriture. » Le législateur lui a dit « Femme, par toi-même, tu n'es rien comme membre actif du corps humanitaire. Tu ne peux espérer trouver place au banquet social. Il faut, si tu veux vivre, que tu serves d'annexe à ton Seigneur et Maître, l'homme. Donc, jeune fille, tu obéiras à ton père, mariée, tu obéiras à ton mari, veuve et vieille, on ne fera plus aucun cas de toi. » Ensuite, le savant philosophe lui a dit « Femme, il a été constaté par la science que d'après ton organisation, tu es inférieure à l'homme. Or, tu n'as pas d'intelligence, pas de compréhension pour les hautes questions. Par la suite, dans les idées, aucune capacité pour les sciences dites exactes, etc. Tu es une gentille petite poupée, mais remplie de défauts et de vices. » Ouais, texte. C'est pourquoi, femme, il faut que l'homme soit ton maître et ait toute autorité sur toi. Voilà depuis 6000 ans que le monde existe, c'est qu'on pensait à l'époque, comment les sages des sages ont jugé la race des femmes. Donc là, rappel de où on en est. Et vous allez voir comment ça continue. Cependant, ce qui doit nous faire espérer qu'on pourra en appeler à ce jugement, c'est que de même que pendant 6000 ans, les sages des sages ont porté un jugement non moins terrible sur une autre race de l'humanité, les prolétaires. Avant 89, qu'était le prolétaire dans la société française ? Un vilain, un manant,
dont on faisait une bête de somme taillable et corvéable. Puis arrive la révolution de 89. Et tout à coup, voilà les sages des sages qui proclament que la plèbe se nomme peuple, que les vilains et les manants se nomment citoyens. Enfin, ils proclament en pleine Assemblée nationale les droits de l'homme. Le prolétaire, lui, pauvre ouvrier, regardé jusque-là comme une brute, fut bien surpris en apprenant que c'est l'oubli et le mépris qu'on avait de ses droits qui avaient causé les malheurs du monde. C'est le préambule de la déclaration de 89. Oh, il fut bien surpris d'apprendre qu'il allait jouir des droits civils, politiques et sociaux, et qu'enfin il devenait l'égal de son ancien seigneur et maître. Sa surprise augmenta quand on lui apprit qu'il possédait un cerveau absolument de même qualité que celui du prince royal héréditaire. Quel changement! Cependant, on ne tarda pas à s'apercevoir que ce second jugement porté sur la race prolétaire était bien plus exact que le premier, puisque à peine eut-on proclamé que les prolétaires étaient aptes à toute espèce de fonction civile, militaire et sociale, que l'on vit sortir de leur rang des généraux comme Charlemagne, Henri IV ni Louis XIV n'avaient jamais pu en recruter dans leur rang. Puis, comme par enchantement, il surgit en foule des rangs des prolétaires, des savants, des artistes, des rangs des prolétaires, des savants, des artistes, des poètes, des écrivains, des hommes d'État, des financiers, qui jetèrent sur la France un lustre qu'ils n'avaient jamais eu. Ce qui est arrivé pour les prolétaires est, il faut en convenir, de bon augure pour les femmes, lorsque l'heure 89 aura sonné. Vous voyez, la trame, l'imaginaire de la Révolution française, c'est ça qui permet de dire « oui, nous aussi, on pourra changer ». Et elle le dit, on ne peut pas le dire de façon plus explicite, en expliquant comment. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement qu'il y avait des idées, c'est que tout d'un coup, ce qui semblait depuis toujours impossible, tout d'un coup, apparaît possible. Les mâchoires, le carcan qui enserrait toute possibilité d'évolution pour les femmes, tout d'un coup, cette mâchoire s'ouvre et du coup, il faut en profiter, et c'est le 89 des femmes, comme il y a eu le 89 des prolétaires. Alors, on pourrait dire, c'est juste un exemple, mais en fait, ça va se retrouver tout au long de l'histoire, parce que quels sont les moments où il y a des grandes poussées féministes, soit parce qu'il y a plus de droits, soit parce qu'il y a des mouvements qui s'instituent. Alors ça, les historiennes du féminisme, elles l'ont dit depuis longtemps. 1789, 1830, 1848, la fin des années 1860, 1968, etc. C'est-à-dire que chaque fois, on a quelque chose qui s'ouvre, des possibles qui n'existaient pas et puis tout d'un coup qui apparaissent justement comme possibles. Et à ce moment-là, cette chape de plomb millénaire qui pèse sur le dos des femmes, tout d'un coup, eh bien, elle apparaît comme quelque chose qu'on peut changer, repousser, arracher de sa peau. Les suffragettes, c'est surtout ce qu'on a appelé les suffragettes, c'est surtout la fin du XIXe siècle et le début du XXe jusqu'à la guerre de 14. Je vais en dire deux mots tout à l'heure, mais pas spécialement mais sur cette période. Oui, ce que je fais, comme évidemment je ne peux pas raconter toute l'histoire, c'est que je mets 2-3 éclairages à des endroits qui me semblent particulièrement significatifs. Un contre-exemple qui montre le poids de la capacité utopique, ce que moi j'appellerais la capacité utopique.
c'est qu'il y a un autre événement qui semblait à l'évidence favoriser les droits des femmes. C'est le moment de la guerre de 14. Vous savez, on l'a souvent dit, pendant la guerre de 14, les hommes étaient au front, donc les femmes ont pris leur place, etc. Et il y avait cette idée très répandue, comme quoi ça a été un moment fort de l'avancée des droits des femmes. Ben, pas du tout. Il y a un certain nombre d'historiens qui ont retravaillé dessus et qui ont montré que, contrairement à ce qu'on a pensé, mais sans faire la recherche précise à ce sujet, la guerre de 14 n'a pas vraiment sensiblement changé les choses. Effectivement, les femmes ont pris les travaux que les hommes ne faisaient pas, mais quand les hommes sont revenus, elles sont reparties. Et puis, c'est un moment, la guerre de 14, pendant lequel c'était l'union sacrée, et ce n'était pas du tout le moment où il s'agissait de défendre le droit des femmes ou le droit des travailleurs, etc. Et en fait, ce que disent il y a plusieurs historiens qui ont travaillé très précisément sur ces questions, qui disent, du point de vue des droits de femmes, ça n'a pas avancé grand-chose. Or, ça aurait dû, parce qu'effectivement, elles ont pris. Mais justement, ce n'était pas ce que je vous ai raconté jusqu'ici, c'est-à-dire un moment utopique où il y avait l'esprit pour changer ces choses-là. C'était au contraire, hein, la guerre de 14, c'était la boucherie, il fallait trouver comment assumer qu'une telle chose ait pu avoir lieu. Donc vous voyez, qu'on prenne exemple ou contre-exemple, on tombe chaque fois sur ce rôle crucial que joue la capacité utopique, la capacité à un moment de rouvrir l'imaginaire, l'espérance sociale, etc. C'est systématique. Chaque fois, ça se passe comme ça. Et on pourrait prendre des exemples étrangers aussi. Donc, ce que j'en tire, on a vu que la domination, ici des femmes, mais en fait c'est plus général, ne repose pas seulement sur un rapport de force, mais sur la fabrication, on pourrait dire, d'une fatalisation, du fait que la situation apparaît comme la seule possible, comme le réel, comme ce qui renvoie tout le reste à l'illusion, à l'utopie au sens péjoratif du terme. Eh bien, l'émancipation, elle consiste chaque fois, on pourrait dire, à défataliser. C'est-à-dire, chaque fois, à retrouver, pour une raison ou pour une autre, dans une conjoncture ou une autre, à retrouver la capacité, malgré ce carcan, d'imaginer une alternative possible, d'imaginer un autre possible. Hein. Et en fait, ce que j'essaierai de montrer d'autres fois, c'est que c'est pas que pour les femmes que c'est comme ça. Hein. On l'a déjà vu dans le cas de l'esclavage en début de l'année. Mais c'est spécialement vrai pour les femmes, parce que là, vous avez vu le poids de cette fatalisation. Il y a vraiment une essence féminine, et c'est ancré encore de nos jours, dans l'esprit de la plupart des gens, et y compris des femmes. La plupart des femmes. Alors, ça se vérifiera avec les courants politiques qui, après la Révolution, vont donner une place aux droits des femmes, à la question des femmes, qui sont, il y en a deux, essentiellement, qui sont les Saint-Simoniens. Alors, pas Saint-Simon lui-même, qui dit quasiment rien dessus, mais le groupe qui suivra, vous savez, où il y avait le père Enfantin, où il y avait une mystique de la femme. En fait, ce truc de mystique de la femme, etc., ça n'a pas été en lui-même spécialement émancipateur, mais dans ce groupe, il y avait des femmes. Et elles, à un moment, elles ont dit, ouais, ils racontent tout ça, mais eux, ils restent les chefs, c'est eux qui parlent, etc. Et elles sont sorties, et elles ont monté des journaux, etc. Et puis,
Un autre mouvement tout à fait étonnant, c'est Fourier. L'autre courant politique, c'est celui qui est amené par Fourier. Là, ses disciples, ils vont trouver qu'il est allé beaucoup trop loin, donc ils vont rogner sur ces... Il y a des livres de Fourier qui seront publiés que dans les années 1960, mais quand même, la parole de Fourier aura un grand retentissement, et c'est lui, on trouve cette citation partout, mais c'est lui le premier, les autres suivront, qui dit « Les progrès sociaux et changements de période s'opèrent en raison du progrès des femmes vers la liberté, et les décadences de l'ordre social s'opèrent en raison du décroissement de la liberté des femmes. » Après, ça, il y a des milliers de gens qui vont le reprendre. Ces deux mouvements, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ? Prenez une anthologie, aujourd'hui, on les met dans les mouvements utopistes. C'est-à-dire, on les met dans ces mouvements qui ont voulu radicalement tout changer. Eh bien, c'est ces mouvements qui ont pu penser une remise en cause qui aille assez loin pour être aussi une remise en cause des rôles traditionnels des hommes et des femmes. Alors, ça me permet de rebondir sur Flora Tristan, parce que Flora Tristan est un peu l'héritière de tout ça. Alors là aussi, sur les périodes et ce qu'elles nous apprennent sur, par exemple, la possibilité, la place qu'on donne à la pensée radicale féministe. C'est que Flora Tristan, elle va avoir quand même une certaine audience à l'époque, au cours de sa vie, à la fin de sa vie, mais après on l'oublie. Oui, mais elle, c'est un écrivain, c'est quelqu'un qui a... Oui, c'est vrai. Dans les années 60, et surtout les années 70, tout d'un coup, 1970, tout d'un coup, c'est-à-dire juste après 68, il paraît 4 livres sur Flora Tristan, il y a ses œuvres, il y a ça qui est publié, etc. Mais avant, il n'y avait rien, si je me souviens bien, depuis 1924, il n'y avait plus aucun signe de Flora Tristan. Donc vous voyez, là aussi, la période, quand même, elle indique quelque chose. Donc, Flora Tristan, elle est née en 1803 et elle est morte en 1844, donc pas très vieille. Elle a éprouvé dans sa chair ce que pouvait signifier la condition féminine à son époque. Elle disait d'elle-même qu'elle était une double paria. Alors, première raison pour laquelle elle était une paria, c'est qu'elle était une fille naturelle, comme on disait, une bâtarde, comme on disait à son époque. Ses parents, elle avait un père péruvien, qui était d'une riche famille péruvienne, et sa mère était française. Et est-ce que c'est par choix? Est-ce qu'ils ne se sont pas mariés? Et du coup, elle était une fille naturelle. Et on le lui a fait sentir par le fait que quand elle était tombée amoureuse d'un jeune homme en fin d'adolescence, etc., et le jeune homme aussi, les parents du jeune homme disent « une bastarde, il n'en est pas question ». Et la deuxième chose, c'est qu'elle n'a pas pu hériter de ce que son père lui léguait comme fortune. Donc elle a toujours été pauvre, alors qu'elle venait d'une famille qui était riche. On va aller plus loin sur la question proprement des femmes. Comme elle était pauvre, elle s'est mariée
avec son patron. Elle travaillait chez un artisan, graveur, qui s'appelait André Chazal, et elle était chez lui coloriste, et il a montré beaucoup d'attirance pour elle, et elle s'est mariée avec lui. Et ça a été l'horreur. Comment on va dire ça, c'était pas un partenaire sexuel délicat, ce qui fait que quand Flora Tristan en parle, par exemple dans un de ses livres, elle parle du désir masculin comme cette voix de furie qui pousse l'assassin sur sa victime. Donc ça vous donne une idée de ce que ça devait être. En plus, il boit, il joue l'argent du foyer et il fait des enfants à Flora Tristan qui n'en veut pas. Elle l'accuse d'avoir voulu, quand tous les deux ils n'avaient plus du tout d'argent, de vouloir la prostituer pour... alors est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, je ne sais pas. Or, le divorce n'existe pas à cette époque, puisque déjà le Code civil de 1804 ne lui laissait pas beaucoup de place, mais il a été complètement aboli par la Restauration. Ce qui veut dire qu'elle n'a aucun droit. Tout ce qu'elle arrive à faire, c'est s'enfuir du domicile conjugal avec sa fille. Et comme vraiment c'était une brute, son mari, elle arrive à obtenir la séparation de corps, mais seulement en 1837. Mais elle n'a pas fini avec Chazal, parce qu'en 1838, il la retrouve et il veut la tuer. Il a un revolver, il lui tire dessus. Elle ne meurt pas, mais en fait, c'est juste qu'il a raté son coup. Et donc, vous savez, on en a parlé tout à l'heure, toutes les femmes qui sont actuellement assassinées par leur conjoint, Flora Tristan, c'était son destin en quelque sorte, elle y a échappé de peu. Alors, l'année d'après, à cause de ça, il est quand même condamné à 20 ans de travaux forcés, qui seront commués à 20 ans de prison. Bon, mais elle est toujours mariée avec lui. Et donc, du point de vue du droit, elle n'a pas le droit d'utiliser ses biens sans lui demander, bien qu'il soit en prison et qu'il lui ait tiré dessus. Hein. Alors, elle le fera quand même, mais elle le fera hors la loi, et ça fera qu'elle sera toujours en situation, elle mentira sur, elle dira pas qu'elle est mariée, elle pourra pas, à un moment, elle a une aventure, non, elle n'a pas une aventure. Elle connaît un colonel péruvien qui manifestement lui déplaît pas absolument, mais elle peut pas, elle est mariée avec Chazal, ça serait de la bigamie. Hein, voilà. Donc c'est quelqu'un qui, dans sa vie, elle sait ce que c'est la condition des femmes et l'absence de droits des femmes, etc. À cette époque. Elle aurait pu désespérer. Et d'ailleurs, il y a des moments où elle désespère un peu quand même. Mais rappelez-vous, la période dans laquelle on se trouve, c'est une période où l'imaginaire collectif est rempli de projets de transformation sociale. Hein. C'est incroyable, tous les gens qu'il y a à ce moment-là. Il va y avoir... il y a Pierre Leroux, il y a justement les fourriéristes, mais même en dehors de ces courants reconnus, il y a des tas d'autres courants. Il y a des Jacobins, et elle vit là-dedans, et elle a assisté à la Révolution de 1830 avec éblouissement. Là encore, ça a l'air qu'on peut tout changer. Hein. Et donc, au lieu de se replier, dire voilà, ce monde il est abominable et j'y peux rien, elle veut changer sa vie et elle veut changer le monde. Et sa vie, elle va voyager partout
avoir rencontré des tas de gens, et elle va écrire des livres. Elle va commencer à écrire des livres. L'Union ouvrière, c'est pas son premier livre. Dans cet imaginaire social, les femmes auront une place très, très importante, et elle va à la fois essayer de réfléchir aux moyens de transformer le monde social et économique et la condition des femmes. Et elle va lier les deux. Et vous trouvez ça notamment dans l'Union ouvrière. Je dis deux mots sur ce qu'elle dit sur le social, parce que, par certains côtés, elle a participé à ce que deviendra la pensée sociale du XIXe siècle, la pensée de Marx, la pensée des anarchistes, etc. Par deux côtés, et je ne parlerai que de ça. La première, c'est qu'elle insiste sur la nécessité impérieuse de ce que maintenant on appelle les droits sociaux. C'est pas possible que les victimes d'accidents de travail, les malades, les vieux, etc., c'est pas possible qu'on les laisse dépérir comme on fait dans la société où elle vit. C'est pas possible que les petits pauvres ne puissent pas s'instruire et doivent travailler à l'usine dès leur plus jeune âge. Et alors, qu'est-ce qu'elle prévoit ? Pas des hospices, pas seulement de donner de l'argent, etc. Elle prévoit des palais. Elle dit des palais, oui, c'est-à-dire ce seront les palais de l'Union ouvrière, qui sont des endroits où effectivement on soignera les malades, etc., mais qui ne seront pas un endroit où on met le minimum pour les pauvres, etc., mais qui seront un endroit où ils seront bien reçus, où les enfants pourront être éduqués dans les meilleures conditions, etc. Voilà, ça c'est le premier volet qui, vous l'imaginez, va être repris après elle. Et puis, il y a un deuxième aspect où elle est véritablement pionnière. C'est qu'à son époque, alors elle n'est pas toute seule à le faire, la grande réflexion, c'est de savoir comment réunir des gens qui ont des métiers différents, qui sont dans des corporations différentes. Il y a des artisans, il y a des domestiques, il y a des ouvriers de manufacture, il y a... Flora Tristan fera partie des quelques personnes qui vont essayer de penser ça comme une classe sociale. L'idée de classe sociale, on est avant Marx. L'idée de classe sociale, eh bien, ça vient de gens comme Flora Tristan qui ont bataillé, discuté avec les différentes catégories de travailleurs, etc., pour arriver à penser. C'est un des chapitres de l'Union ouvrière qui s'appelle « Des moyens de constituer la classe ouvrière ». À un moment où ce n'était pas du tout une idée qui allait de soi. Il y a bien des gens qui parlaient de classe sociale, mais pas du tout dans ce sens-là. Voilà. Donc, là aussi, c'est une penseuse. Hein, c'est quelqu'un qui a joué un rôle qui n'est pas négligeable dans la pensée politique et sociale. Bon, il y a aussi des choses qu'on pourra trouver naïves, etc. Mais ce dont on parlait tout à l'heure, le fait qu'elle ait été oubliée pendant 200 ans, c'est pas du tout, ça ne correspond pas à ce personnage. Mais je vous l'ai dit, l'originalité de Flora Tristan, c'est qu'elle y ajoute un chapitre dont le titre est « Le pourquoi je mentionne les femmes ».
Pourquoi je ne parle pas que des ouvriers, mais que je parle des femmes? Pourquoi? Eh bien, c'est un des leitmotifs féministes depuis le début, parce qu'il y a une oppression spécifique, que certes, elles subissent, comme ouvrières par exemple, la même oppression que les hommes, pire, puisqu'elles sont moins payées, mais en plus, il y a une oppression spécifique. La femme, quand elle rentre chez elle, l'oppression continue. C'est plus celle du patron, mais ça en est une autre. Elle va reprendre ce que disait Olympe de Gouges et Condorcet, et elle va demander, exiger l'égalité complète, sociale, économique, etc., entre les hommes et les femmes. Évidemment, on va lui répondre, c'est utopique. Et la nature de la femme, etc. Et elle répond par un discours sur l'instruction, l'éducation, en disant on dit que les femmes ne sont pas capables d'exercer les mêmes métiers, d'avoir les mêmes fonctions politiques que les hommes, etc., parce qu'on dit qu'elles sont ignorantes, etc. Mais on ne leur permet pas de s'instruire. C'est un comble. Elles sont dans une situation où on ne leur donne pas la possibilité d'avoir la même instruction que les hommes, et on leur dit, après, vous n'êtes pas instruite, et donc vous ne pouvez pas exercer tel et tel droit. Voilà. C'est ça l'argumentaire de Flora Tristan. Et bien sûr, sa très forte revendication, c'est que les filles bénéficient des mêmes droits scolaires que les garçons. Et elle va expliquer que ça sera, dans le fond, on va le dire simplement, il y a une alternative au rapport de domination. Il y a une alternative au rapport de domination qui serait avantageuse, pas seulement pour les femmes, mais pour les hommes aussi, et pour la société dans son ensemble. Voilà, c'est ça qu'elle va défendre. Évidemment, les hommes peuvent abuser de leur position avantageuse, hein, et ce qu'ils font généralement. Et ils peuvent considérer que c'est ça qui leur donnera la satisfaction, le plaisir, etc. Mais ils ne se rendent pas compte, dit Flora Tristan, que de cette façon, en écrasant leur femme, en l'empêchant de vivre ses potentialités, d'être créative, etc., non seulement ils appauvrissent leur femme, mais ils appauvrissent leur vie de relation. Ils s'emmerdent avec leur femme parce qu'ils l'empêchent finalement d'être intéressante. On a un magnifique exemple de ça, pour ceux qui ont lu, c'est Rousseau, avec Thérèse Levasseur. Thérèse Levasseur, il dit, je me promène avec elle, je m'ennuie, elle n'a rien à raconter, etc. Et un peu plus loin, il dit, oui, j'aurais peut-être dû faire en sorte qu'elle lise plus, qu'elle ait plus d'éducation. Mais il ne l'a jamais fait. En fait, il a joué à fond sur cette différence qu'il avait avec elle. Et après, il dit, je m'ennuie. Hein, il y a des choses, je ne peux pas lui en parler, etc. Donc, Flora Tristan, elle dira, en opprimant sa femme, on la rend acariâtre,
ou ennuyeuse, on l'amoindrit. Et en l'amoindrissant, on amoindrit la relation qu'on a avec elle, et donc on s'amoindrit soi-même. Pour les hommes, c'est avantageux d'avoir un type de relation où les femmes sont au contraire créatives, libres, instruites, etc. Et c'est vrai non seulement de la relation entre un homme et une femme, mais c'est vrai de la société dans son ensemble. Imaginez si les femmes ont plus d'instruction, plus de créativité, etc. Ça enrichirait évidemment la société dans son ensemble. Il y a une alternative à la domination, et cette alternative bénéficierait à tous. Flora Tristan elle va faire un tour de France où elle rencontrera des ouvriers, des ouvrières, etc. Et elle aura un certain impact. Manifestement, c'était un personnage charismatique aussi, par certains aspects. Et il y avait des gens qui venaient l'écouter, pour qui ça a transformé leur vie, etc. Mais les choses ne changent massivement qu'après. Elle a, parmi d'autres, elle n'est pas la seule, parmi d'autres, elle a insufflé des idées et l'espérance d'autre chose, mais ça ne suffit pas. Chaque fois, il faut aussi qu'il y ait dans l'ensemble de la société quelque chose qui se réveille, une espérance qui se lève un peu. Et ça se passera 4 ans après sa mort, en 1848. Et en 1848, oui, il y aura des clubs de femmes, des journaux de femmes, une effervescence comme on en avait rarement vu. Voilà, c'est mon premier éclairage. Je dis quelques mots sur ce qui se passe avant Simone de Beauvoir, qui sera mon deuxième éclairage, et c'est difficile de ne pas le faire. Au cours du siècle qui suivra, jusqu'en 1945, dans le fond, il y a quelque chose qui s'est ouvert et qui va exister avec des hauts et des bas jusqu'en 1945, c'est qu'il va y avoir maintenant des mouvements de femmes. C'est pas simplement une personnalité où il va y avoir des journaux de femmes, il va y avoir des mouvements de femmes alors, mouvements de femmes, on s'entend. Ça veut pas. Alors, il y a une partie de ces mouvements qui sont mixtes et une partie où les femmes sont qu'entre elles. Mais il y aura toujours des hommes qui soutiendront, qui seront toujours minoritaires, mais qui soutiendront et qui pourront jouer un rôle. Victor Hugo, par exemple, a donné du sien pour les mouvements de femmes. Bon, ça, il ne risquait pas sa vie. Et il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de femmes qui sont hostiles au féminisme. Ça, tout au long de l'histoire. Les citoyennes républicaines révolutionnaires, celles qui les dénoncent, c'est les blanchisseuses des Halles, qui ne voulaient pas qui les ont dénoncées à l'Assemblée, en disant c'est révolutionnaire. Et tout au long de l'histoire, on a des femmes qui disent un peu ce que je disais tout à l'heure, on va tout perdre. Ce désordre qui est mis par ces femmes, ce mouvement excessif, cette terreur, eh bien, c'est quelque chose qui va
produire du désordre qui va faire que les hommes seront méchants avec nous, etc. Et ça culminera avec, par exemple, sous le nazisme. Sous le nazisme, il faut voir, il y a des millions de femmes qui ont cru, et qui n'étaient pas des féministes. Donc, quand je dis mouvement de femmes, bon, c'est que l'essentiel des initiatives venaient des femmes elles-mêmes, même quand c'est des mouvements mixtes, mais ça ne veut pas dire toujours qu'il n'y a que des femmes. Et il y a par contre en face, des fois, des groupes de femmes qui y sont totalement opposés. Donc c'est un peu complexe. Alors, comment on réagit pendant toutes ces années contre ces mouvements de femmes? Vous vous rappelez, quand on avait parlé de l'esclavage, on réagit en leur imposant du fer rouge, en les tuant, etc. Là, l'essentiel, quand on regarde exemple après exemple, l'essentiel, c'est la raillerie. On se moque. On dit, c'est pas sérieux. Et c'est pour ça, alors, cette caricature de Daumier, si vous pouvez la faire encore un peu circuler, parce qu'il y avait des gens qui ne l'avaient pas vue, elle nous montre un peu, elle est de la même époque, elle est de 1844. Des femmes qui prétendent ne pas s'occuper des enfants, mais être intellectuelles, etc. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'il y a le balai par terre, que le petit dans la baignoire, il a la tête la première dedans, etc. C'est-à-dire, ça donne le désordre absolu. C'est comme si, au lieu que les hommes, on les trouve debout, on les met de travers, ou la tête en bas, c'est le désordre. Et on appelle ça les bas bleus. Alors, les bas bleus, ça demande à comprendre comment on en est arrivé à utiliser cette expression pour les femmes. Au départ, on sait d'où ça vient. Ça vient d'un salon en Angleterre. Ça vient d'Angleterre, les bas bleus. Blue stocking. Au milieu du XVIIIe siècle, un Anglais qui s'appelait Stillingfleet et qui était un homme peu élégant, qui fréquentait des salons littéraires anglais, mais qui, au lieu de porter des beaux bas de soie noire, avait des chaussettes bleues. Voilà, il venait, il n'était pas élégant, et tout le monde le remarquait. Et puis, le sens a bougé. Au début, c'était les hommes qui allaient dans les salons, dans ce type de salon littéraire, où je vous rappelle, qui était tenu par des femmes et où beaucoup de femmes intervenaient. Et petit à petit, c'est une appellation qui s'est étendue aux femmes qui ont des prétentions littéraires, des prétentions à la culture. Il va se spécialiser dans la désignation de femmes prétendant s'intéresser et avoir des compétences dans des domaines de haute culture. Alors comment on est passé de l'un à l'autre? Quelle relation entre M. Stillingfleet et les femmes savantes? C'est que ces bas bleus, dans ces salons, c'est le type même de ce qui est déplacé. Là, dans ces salons, normalement, on vient bien habillé, avec en se donnant un genre d'homme cultivé. Et voilà que quelqu'un, il vient avec des chaussettes bleues. Eh bien, les femmes savantes,
c'est perçu de la même façon, et on se moque d'elles de la même façon, en disant elles sont déplacées. Regardez, ces femmes savantes, ces femmes qui même veulent écrire comme les hommes, elles ne s'occupent plus de leur ménage, elles vont dans des meetings où on ne voit jamais de femmes et où c'est ridicule qu'elles y soient, etc. Elles sont déplacées dans le rôle qu'elles se donnent. Elles ne sont pas à leur place là où il y a la haute culture. Voilà. Et ça a donné le terme bas bleu. Alors, il y a eu des tas de choses qui ont été écrites sur les bas bleus. Il me semble, moi c'est ma synthèse, il me semble que c'est ça la logique. Face à cette disqualification, par la moquerie très souvent, au moins en disant par le mépris des fois, il va y avoir plusieurs batailles qui vont être menées. Première bataille que vous connaissez bien, qui est pour le droit de vote, où il y aura justement les fameuses suffragettes anglaises d'abord, mais après françaises, qui seront très modernes dans le sens où elles feront du scandale. C'est-à-dire qu'elles iront à des endroits où il se passe un événement, etc. Et elles vont dire « et les femmes », etc. Et elles vont être très brutalement réprimées. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était la plaquette du trimestre précédent. Vous voyez Emmeline Pankhurst, oui c'est ça, qui est la principale suffragette anglaise. Elle est tenue par un policier qui la tient de force. Ceci dit, elles vont petit à petit arriver quand même à changer un peu les mentalités, parce qu'il y a beaucoup de livres qui vont être écrits, il y a des juristes qui vont en parler, il y a des poètes, etc. Et il va y avoir ces mouvements de suffragettes. Et alors, il va y avoir des tas de tentatives pour essayer de leur donner des droits de vote. Ou, par exemple, à l'Assemblée, on vote pour, et puis au Sénat, chaque fois, on vote contre. Ça nous amène à faire une petite remarque. Les gens qui sont contre, c'est évidemment les réactionnaires, traditionalistes, de droite, etc. Mais pas que. Au Sénat, ceux qui vont bloquer, je ne sais pas, 4 fois ou 5 fois le droit de vote des femmes, c'est les radicaux. Les radicaux, on les connaît comme des gens qui ont tout le temps à la bouche la laïcité, etc. Et là, ce qu'ils disent, les radicaux, c'est que les femmes, elles sont douées de très peu d'esprit critique, et donc, si on leur donne le droit de vote, elles vont voter comme le curé va leur dire. Et donc, il ne faut pas. Et ça donne des idées à un certain nombre de réactionnaires qui, du coup, sont pour le vote des femmes. Mais toujours pour la même raison, en disant elles vont voter pour nous. Et les uns et les autres croient que c'est des naïves qui, nécessairement, suivront les indications de leur mentor. Et en fait, ça ne se passera pas vraiment comme ça, c'est-à-dire que c'est vrai que les premiers votes des femmes seront plutôt conservateurs, pas extrême droite, mais conservateurs, mais ça ne va pas durer. Et en fait, au contraire, vous savez que, par exemple, contre Reagan, les votes des femmes étaient beaucoup plus nombreux que les votes des hommes. Mais dans l'esprit des radicaux, les femmes, ça n'a pas beaucoup d'esprit critique. Il y en a un qui le dit très crûment. Et donc, il ne faut pas leur donner le droit de vote. Et donc, c'est les radicaux qui ont arrêté la possibilité de droit de vote pour les femmes entre les deux guerres de façon systématique. Donc, là aussi, sur la laïcité,
ça veut dire que c'est pas si simple que ça, que la laïcité, ça va toujours dans le sens de la défense des droits des femmes. Deuxième combat qu'on va trouver tout au long, c'est le combat, on l'a compris avec Flora Tristan, pour l'instruction des filles. Et ça va être un combat difficile et avec des victoires, mais qui mettront du temps à se concrétiser. Pensez par exemple, en 1880, vous avez la fameuse loi Camille C, c'est S-E accent E, qui institue un enseignement secondaire pour les filles. Camille C, c'était pas du tout un révolutionnaire féministe. Et il dit au moment de la loi, les écoles que nous voulons fonder ont pour but non d'arracher les femmes à leur vocation naturelle, mais de les rendre plus capables de remplir les devoirs d'épouse, de mère et de maîtresse de maison. La loi Camille C, c'est les célèbres pour un grand moment d'émancipation, parce que, en fait, Camille C, c'était plutôt politique, c'est-à-dire il essayait d'avoir des voix pour les républicains, lui aussi, c'est un arrière-plan politique. Mais c'était pas du tout dans des idées d'émancipation. Mais vous savez que ça va quand même arriver. Donc, en 1800, la loi Camille C, elle ne donne pas du tout le même droit à l'éducation dans le secondaire aux filles et aux garçons, puisque les filles n'auront pas les mêmes matières que les garçons, ne pourront pas passer le baccalauréat et ne pourront pas, rentrer en faculté. En tout cas pas avec le diplôme qu'elles ont. C'est seulement en 1924, donc vous voyez, c'est seulement en 1924 que, grosso modo, les enseignements des filles et des garçons deviendront les mêmes. Et à partir de là, c'est une explosion, comme vous savez, c'est-à-dire que les filles vont rattraper les garçons, et non seulement les rattraper, mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de filles dans le supérieur que les garçons. Donc c'était une bataille qui méritait d'être menée, simplement elle a été longue, difficile, et manifestement il y avait des résistances, de l'Église en particulier. Il y a les batailles sociales aussi, évidemment des ouvrières contre les patrons, mais aussi des filles, des femmes, pour être admises dans les syndicats. Les syndicats n'en voulaient pas du tout. Et là encore, il a fallu se battre longtemps pour être admises. Et après, quand elles l'ont été, on a constaté que le rôle qu'elles jouaient était très important. Alors, il y a ça, c'est du long terme. C'est-à-dire que c'est des batailles qui sont reprises, qui s'arrêtent à un moment, puis qui sont reprises de nouveau, etc., qui vont obtenir des résultats, mais il faudra beaucoup de temps. Mais ce que ça fera, c'est que déjà dans les années 20-30, les mentalités ont beaucoup changé. C'est-à-dire l'opposition à la scolarité des filles, l'opposition au vote des femmes, etc., deviennent de plus en plus faibles. Et en 1945, d'une certaine manière, la France est en retard. Le droit de vote, il a été obtenu après la guerre de 14 dans de nombreux pays. C'est un fruit plus que mûr qui tombe à ce moment-là et qui ne passe pas par le Parlement. C'est De Gaulle qui c'est une ordonnance, c'est pas un vote du Parlement. Voilà, j'en dis pas plus, mais évidemment on pourra en parler ensemble. Je ne dis rien non plus, sauf pour le rappeler, l'immense régression qu'il y a eu sous Vichy, où les femmes fonctionnaires qui ont un mari devaient être révoquées, sauf
Il y a ça dans la loi, sauf si leur domicile était proche de leur lieu de travail, donc où elles pouvaient aller faire la cuisine et revenir pour leur travail. Ça y est dans la loi, j'ai trouvé. Bon, simplement Vichy, ça nous rappelle que la régression, elle peut arriver très vite et peut être spectaculaire. Et je voudrais quand même parler un peu de Simone de Beauvoir. On ne peut pas parler du féminisme sans parler de Simone de Beauvoir, qui, en 1949, écrit ce livre qui se nomme « Le deuxième sexe ». Dans ce livre, elle explique qu'elle n'écrit pas de nulle part, elle part de la philosophie qu'elle partage avec son compagnon qui est Jean-Paul Sartre, c'est-à-dire l'existentialisme. Et là encore, ça a vraiment à voir avec le combat qu'elle va mener. Parce que je vous rappelle que l'existentialisme, c'est justement la remise en cause de toute instance qui prétendrait nous empêcher d'être libres, de choisir nous-mêmes en dernière instance. Que ce soit Dieu, que ce soit la nature humaine, que ce soit n'importe quoi. Ce que dit Sartre, c'est que en dernière instance, les hommes, c'est eux qui font des projets, qui choisissent, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de résistance, qu'ils font ça dans le vide. Il y a le concept de situation. On le fait dans une situation donnée. Par exemple, on peut être mis en prison. Mais en prison, on est toujours libre parce que, eh bien, soit on accepte sa situation, soit on scie les barreaux, soit on essaye d'avoir une bonne conduite. Encore là, même en prison, on continue d'avoir des projets. La façon dont le dit Sartre, c'est que l'homme n'est pas un objet. Un objet, par exemple une chaise, un stylo, c'est fait pour une action, une fonction déterminée. Hein. Avec une chaise, vous ne pourrez pas écrire. Et l'homme, il a toujours une part d'indétermination. C'est-à-dire une part par laquelle il n'est pas déterminé à faire ceci ou à faire cela. Dit Sartre, jusqu'à son dernier souffle. Tant qu'il n'est pas mort, eh bien, il a toujours une possibilité de pousser dans une direction ou plutôt dans une autre, etc. Il a toujours une marge de liberté. Et ce qui s'oppose à ça, l'existentialisme, c'est ce qu'on pourrait appeler l'essentialisme, le fait de penser par essence. Le fait de penser par essence, c'est de penser que les êtres humains sont destinés, voués à quelque chose et qu'ils ne peuvent pas y échapper. L'existentialisme, ça dit que c'est à partir de notre existence, de ce que nous faisons, de ce que nous sommes, que nous inventons, nous créons, nous avons des projets, etc. Et que ce n'est pas prédéterminé. On n'est pas comme un arbre qui doit nécessairement aller dans une direction donnée. Donc vous imaginez bien, là j'ai fait vraiment un résumé très schématique, vous imaginez bien que ce genre de philosophie, justement, c'est une bonne base pour penser de façon critique la façon dont on a essentialisé, naturalisé les femmes depuis des millénaires. Et Simone de Beauvoir va s'en servir parce que c'est Sartre qui invente ça, mais ils discutent tout le temps entre eux. On se rend compte en lisant Simone de Beauvoir qu'il y a plein de choses sur lesquelles, en fait, ils ont beaucoup discuté avant que Sartre écrive son livre. Alors, justement, elle va attaquer là-dessus, Simone de Beauvoir. Elle dit
la théorie de l'éternel féminin a encore des adeptes. C'est-à-dire, ce truc millénaire qu'on a vu chez Rousseau, avec tous ces stéréotypes des femmes, etc., encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui continuent à penser comme ça et même à vivre comme ça. Et quel est cet éternel féminin ? Alors c'est pas Simone de Beauvoir qui invente le terme, mais un peu après, c'est quelqu'un qui s'appelle Claude Alzon, qui va parler de la femme potiche et de la femme boniche. Voilà, c'est ça. La femme, dit Simone de Beauvoir, il semble naturel à l'homme que ce soit elle qui tienne la maison, qui assure seule le soin et l'éducation des enfants, etc. Et à un autre moment, le plus souvent, aux jeunes filles, il ne leur est demandé d'autre vertu que leur beauté. Femme boniche, femme potiche. Bon, ça, on l'a déjà vu, on sait, on connaît la chanson. Le malheur, dit Simone de Beauvoir, c'est que ça imprègne pas seulement le cerveau des hommes, mais aussi celui de la plupart des femmes. Les femmes ont été elles-mêmes façonnées pour correspondre à cette image. Et le début du deuxième sexe donne l'exemple de tous les destins dans lesquels on met les femmes. Alors évidemment, le destin biologique, on en a parlé. Alors Simone de Beauvoir, elle dit, oui, il y a des différences biologiques entre l'homme et la femme. Oui, le fait d'avoir des menstruations, comme elle dit, le fait d'être enceinte, etc. Oui, ça, c'est pas indifférent. Mais ça ne constitue pas un destin. C'est-à-dire que si c'est vécu d'une façon où c'est pris en charge collectivement, où la femme peut reprendre son travail après comme elle l'a quitté, etc. Bon, si ça se passe dans des conditions qui sont bonnes, ça peut s'assumer. Ça devient un destin seulement si ça se passe dans des conditions telles que pour les femmes, effectivement, ça les discrimine complètement. Et puis, elle passe en revue, là je ne vais pas vous les... je n'ai pas le temps de... toutes les formes de destin, en montrant que même les pensées novatrices, révolutionnaires, etc., souvent, quand elle parle de femmes, font de la vie des femmes des destins. La psychanalyse, par exemple, qui, dit Simone de Beauvoir, enferme les femmes dans un déterminisme psychologique, l'envie de pénis, etc. Et le marxisme dans un déterminisme économique. Bon, ça, on pourra en parler tout à l'heure si vous voulez. Ce destin n'est pas seulement un destin qui concerne les femmes, mais qui les asservit aux hommes. Parce que ce n'est pas être seulement différent de l'homme que de réaliser les travaux les moins valorisés et les plus fatigants. À un moment, Simone de Beauvoir a dit qui consiste souvent à torcher. On torche les enfants, on torche les vieillards, on torche, etc. Mais les hommes, ils ne veulent pas le faire. Nous, on le fait. Et apprendre à plaire aux hommes. Partout, dit Simone de Beauvoir, la primauté des hommes sur les femmes est reconnue comme une évidence. Bon, on est en 1948, mais peut-être que quelques années plus tard, ça n'a pas complètement disparu. La femme est vassale de l'homme. Alors,
Bon, ça, on sait, hein, la critique qu'elle fait. Simplement, il y a 2 volumes et il y a des tas d'analyses précises de la situation du mari, de la femme, quand elle est enceinte, quand l'initiation sexuelle, etc., qui sont vraiment des analyses très, très précises, moi je vous invite pendant les vacances, vous lisez tranquillement le deuxième siècle, vous verrez, c'est... est-ce que cette situation de vassal, de subalterne, elle est véritablement inscrite dans la nature de la femme? Simone de Beauvoir, elle dit facilement non, puisque on est en 1949, mais déjà il y a des tas de médecins, de juges, il y a une femme prix Nobel, il y a... c'est-à-dire que des femmes qui ont eu la possibilité de véritablement étudier comme les hommes, etc., eh bien, elles se débrouillent. C'est pas vrai qu'il y a quelque chose, une barrière qu'aucune femme ne peut surmonter, etc. Et le meilleur exemple, c'est Simone de Beauvoir elle-même. Simone de Beauvoir, 2e à l'agrégation de philo, alors qu'elle a quand même passé une partie de sa scolarité dans des institutions religieuses qui n'étaient pas nécessairement nulles, mais qui n'étaient pas au niveau de ce qu'étaient les écoles préparatoires, etc. Et puis c'est une intellectuelle qui est renommée au moment où elle écrit ce livre. Elle a écrit des livres, etc. Et elle discute avec des tas de gens qui sont des savants reconnus, etc. Elle parle de politique et les gens ne se moquent pas quand elle parle de politique, etc. Elle le raconte un peu dans la force des choses. Vous savez, c'est son autobiographie en plusieurs... il y a plusieurs volumes. Voilà. Elle raconte les réactions après le deuxième sexe. Elle dit « Boisdeffre et Minimier rivalisèrent de dédain. J'étais une pauvre fille, névrosée, une refoulée, une frustrée, une déshéritée, une virago, une mal baisée, une envieuse, une aigrie bourrée de complexes d'infériorité à l'égard des hommes, à l'égard des femmes. Le ressentiment me rongeait. » Jean Guiton écrivit avec beaucoup de compassion chrétienne qu'il avait été péniblement affecté par le deuxième sexe parce qu'on y déchiffrait en filigrane ma triste vie. Bon, ça c'est le genre de choses qu'on... Ce thème de l'humiliation a été repris par un nombre considérable de commentateurs, si naïvement imbus de leur supériorité virile qu'ils ne pouvaient imaginer qu'elle ne m'ait jamais pesé. En fait, je n'ai été en butte au sarcasme qu'après le deuxième sexe. Avant, on me témoignait de l'indifférence ou de la bienveillance. Ensuite, c'est souvent en tant que femme qu'on m'a attaqué, parce qu'on pensait m'atteindre à un point vulnérable. Mais je savais fort bien que cette hargne visait en vérité mes positions morales et sociales. Non, loin de souffrir de ma féminité, j'ai plutôt cumulé à partir de 20 ans les avantages des deux sexes. Après avoir écrit L'Invité, mon entourage me traitait à la fois comme un écrivain et comme une femme. Ce fut particulièrement frappant en Amérique. Dans les parties, les épouses se réunissaient et parlaient entre elles, tandis que je causais avec les hommes qui me manifestaient cependant plus de courtoisie qu'à leurs congénères. Elle dit dans d'autres textes que c'est cette position à la marge qui lui a permis d'écrire ce livre. Parce que, justement, elle n'est pas dans le rôle. Elle y est un peu, elle le raconte. Mais en même temps, il y a des côtés par lesquels elle n'y est pas du tout. Et il y a des tas d'hommes qui n'oseraient pas, même en face d'elle, à argumenter, etc.
Donc, les transformations, même en 1949, sont déjà tellement visibles qu'on ne peut plus parler de nature. Une nature, telle que la pensée naturaliste le présente, c'est quelque chose qui se reproduit constamment à l'identique. Or, là, ça bouge tout le temps. Donc, ce n'est pas la nature qui a produit ce type de femme. Et si ce n'est pas la nature, c'est quoi? Eh bien, dit Simone de Beauvoir, c'est de très très longs rapports de domination. On a fabriqué la femme. Vous connaissez la célèbre citation « On ne naît pas femme, on le devient », qui peut être prise dans tous les sens, aussi bien que moi, je fais de moi ce que je veux, que on fabrique une femme. Et dans quelques lignes plus loin, elle dit « C'est l'ensemble de la civilisation... C'est l'ensemble de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat qu'on qualifie de féminin. C'est l'ensemble de la civilisation qui le fabrique. » Et elle montre comment. C'est-à-dire que quand on met quelqu'un dans un rôle, et qu'on le met pendant des millénaires, bien, pour tout le monde, ce rôle, c'est ce personnage. Ce n'est pas un rôle qu'on lui a donné, mais c'est ce personnage. Pourquoi on le fait? Pour des raisons de domination. Mais comment expliquer la domination masculine depuis des millénaires? Dans des millénaires, elle ne dit rien. Mais sur les situations historiques, c'est parce qu'il y trouve des avantages. Ouais. Quand même est resté véhiculé, etc. Et puis dans le livre de Gazaïe, elle explique qu'en fait au début, dans les premiers accouplements, l'homme ne savait pas quel était le rôle qu'il jouait. Et à partir du moment où il a compris, voilà. La seule chose, c'est qu'on se met dans la tête de quelqu'un dont on n'a aucun écrit, etc. C'est pour ça que c'est difficile. Disons, on peut imaginer, mais scientifiquement, c'est difficile. Oui, ça oui. Oui, pour les religieux, tout à fait. Dans un groupe de personnes, elle s'imposait, on la connaissait. Ça, même en passant. Bon, mais c'est là, on discute des femmes en général, Elle était jolie, donc elle avait une valeur sur le marché du sexe qui était spécialement. Ouais. Oui, tout à ce moment-là, j'avais tombé sur un bouquin sur elle, où on notait très très bien qu'elle, alors justement, Flora Tristan, ça servait lorsqu'elle faisait des meetings et des réunions à un endroit, il y avait tout de suite cette plaisanterie parce qu'elle était vraiment extrêmement belle. Et moi j'ai vu dans les conseils syndicaux de l'éducation nationale Voilà, donc témoignage sur... Voilà, ce que dit Simone de Beauvoir, elle dit que dans le cas du racisme, aussi bien que dans le cas du sexisme, la position des sexistes et des racistes tire argument de l'état de fait qu'elle a créé. Et on connaît la boutade de Bernard Shaw. L'Américain blanc, dit-il en substance, relègue le noir au rang de cireur de souliers,
et il en conclut qu'il n'est pas bon, qu'il n'est bon, oh là là, c'est mon inconscient qui résiste, et il en conclut qu'il n'est bon qu'à cirer les souliers. Vous voyez, c'est-à-dire, on met quelqu'un dans un rôle, on l'oblige à être dans ce rôle, il y a une coercition telle qu'il ne peut pas sortir de ce rôle, ça dure un certain temps, et après, on a l'impression que c'est sa nature, son essence, qu'il n'est que cela. Donc, les rapports de domination fabriquent cette fameuse nature entre guillemets. Et alors, comment on est arrivé à ça? Elle donne quand même quelques indications en disant, il y a quand même quelque chose de particulier dans le cas des femmes, de la domination des hommes sur les femmes. La première, c'est qu'elle est immémoriale, dit-elle, et universelle. C'est-à-dire que les esclaves, par exemple, on a connu, ou leurs parents, ou un moment où ils n'étaient pas esclaves. Les ouvriers, on a vu comment le pouvoir s'est installé quand il y a eu la manufacture, etc. Tandis que pour les femmes, ça a l'air que ça a toujours existé. Et donc, ça tend à faire penser à une nature immuable. Et puis, c'est pas simplement que ça a l'air d'avoir toujours existé, mais en plus, c'est dès la plus petite enfance que ça s'exerce. Parce que même dès avant la naissance, il y a des attentes des parents, il y a des rôles qui sont dans leur tête et dans l'entourage, etc. Et ça, encore troisième niveau, cette inculcation, elle ne se fait pas par un discours explicite, la plupart du temps, bon, ça peut arriver aussi, par une injonction claire, mais elle se fait par une forme de relation, de relationnalité, une tonalité de sentiment, la manifestation des attentes des parents, c'est-à-dire par des choses qui sont diffuses, qui ne sont pas il faut que tu sois une femme, etc., mais qui sont que les jouets qu'on va vous offrir, l'attente qui s'exprimera dans la façon dont on parlera de vous, dans la façon dont on va vous habiller, etc. Et donc, c'est quelque chose qui a un effet, en grande partie, inconscient, donc très difficile à remettre en cause. Et quatrième qui va avec ça, quatrième niveau, qui touche notre être intime, c'est-à-dire qui touche nos sentiments, notre sexualité. C'est quelque chose qui nous traverse. Ce n'est pas seulement des idées qu'on peut garder extérieures, c'est quelque chose qui nous traverse dans ce que nous avons de plus intime. Eh bien, contre ça, c'est extrêmement difficile de se défendre. Voilà, c'est ça qu'elle résumé. C'est le genre de choses que dit Simone de Beauvoir. Dans le fond, elle revient sur ce qu'on a dit, c'est-à-dire que à la fin, ça produit une imprégnation qui est tellement profonde, tellement intime, qu'il faut quelque chose d'inouï pour pouvoir s'en libérer. Voilà, elle le dit. Ça revient à ce que je vous disais dès le départ, c'est-à-dire qu'effectivement, dans l'histoire, c'est que quand il y a eu une libération des espérances collectives, de l'imaginaire collectif, etc., que ça a véritablement avancé. Et ça se passera dans le cas de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, grâce à ses contradicteurs qui l'insultent de toutes les manières possibles, etc., ça va lui profiter. Bon, elle le prendra mais dans sa chair, mais ça va y profiter parce que le livre va être célèbre, on va en parler partout. Et donc, c'est un best-seller, ça va être lu par énormément de gens. Et donc, il y a en particulier énormément de femmes
qui auront déjà les écrits de Simone de Beauvoir comme héritage. Mais ça ne suffira pas. Quand est-ce que ça va devenir une philosophie qui va provoquer réellement des mouvements de femmes comme on n'en a jamais vu et des changements, y compris sociaux, juridiques, etc., c'est juste après 68. Là encore, au moment où Simone de Beauvoir écrit son livre, on en parle, etc., mais ça ne fait pas de grands remous, à part dans les gens qui la critiquent, etc. Tandis qu'en 68, c'est comme si ce message, ce travail critique, était resté pendant toutes ces années, et tout d'un coup, il ressurgit. Et en 68, oui, après 68, tu as raison. Oui. Je suis d'accord. C'est bien 68 dans le sens où c'est le mouvement de 68 qui a permis, mais vous avez raison, c'est en 70 que ça devient un mouvement, etc., qui va permettre effectivement une émancipation. C'est-à-dire, vous voyez, les deux choses, la conjonction d'une analyse fine des modes de domination et une utopie de ce qui est possible de transformer, et en même temps quelque chose qui se passe dans l'ensemble de la société qui ouvre les imaginaires émancipateurs possibles. Eh bien, ça se passe à ce moment-là, et ça sera un des moments forts de toute l'histoire du féminisme. Je me rends compte que je suis très long, donc quand même pour laisser un tout petit peu de débat, je me tais.